d'être avec nous, et puisque cette émission s'appelle les enfants de la République, eh bien, qu'est-ce que représente la République pour vous? C'est quoi la République? C'est quoi les valeurs de la République? Les valeurs de la République, c'est les valeurs évidemment de liberté, d'égalité, de fraternité. C'est la République, c'est l'endroit où on peut s'émanciper, s'épanouir, construire pour soi et puis construire aussi pour les autres. Alors, pour vous, d'ailleurs, on va parler d'abord de vous. Votre père est gambien, votre mère juive d'origine polonaise. Quel sens prend le mot racé, qui est le titre du livre que vous publiez aux éditions d'Observatoire, au regard de ses origines, on va dire, au sang mêlé? Oui, en fait, racé, c'était vraiment un pied de nez à ce mot racisé que je déteste. C'était reprendre un mot du dictionnaire qui est peu utilisé et souvent qui est utilisé pour les animaux. En fait, ça me plaisait. C'est pas Mhm. grave d'être un animal. Je trouve que ça joli. Et puis, c'était de se Et pour les dire... animaux, on parle de l'off, hein. C'est vrai. C'est vrai. Mais le truc, c'était de se dire que voilà, j'ai plein de racines différentes en Mhm. moi et que je tente de les faire vivre tout le temps, au jour le jour, et qu'on est plein à être comme ça. Il y a mon alibi un petit peu entre Ashkénaze et l'Afrique, donc afro-yiddish. Et donc, Donc Ashkénaze et séfarade, hein. vous êtes un petit peu coquin, vous, Non. Ashkénaze et africaine, parce qu'en fait, du côté de mon père, ils sont animistes, et puis il y a eu l'islamisation de l'Afrique derrière. Donc j'ai ça, et donc de se dire que j'avais plein de races, entre guillemets, en moi, donc je suis racée. Vous êtes racée, vous êtes noire et juive. C'est une addition ou c'est une contradiction, Rachel Kahn? C'est une multiplication, c'est une complexité, ce sont des nuances. En tout cas, moi, chaque jour, et je le vois encore plus depuis la sortie de Racé, ça me fait grandir chaque jour. Ça vous fait grandir. Donc, on peut vivre avec ce mélange. En tant que vous dites afro-yiddish, Oui. vous avez la diversité en vous. C'est ça, la diversité en moi, et surtout de faire exister cette diversité avec ce que je peux faire dans l'écriture, mais ce que je peux faire dans des rôles. Là, je suis en préparation d'un album. Je prépare aussi une BD. Un avec album de musique. de musique? Ouais, de musique. Oui, j'aime chanter. Et en fait, c'est vraiment pouvoir explorer un petit peu tous les univers. En fait, c'est ça d'être racé. C'est d'ouvrir des portes plutôt que de se refermer dans une identité de repli, figée, etc. D'être ouvert sur l'extérieur et sur les autres. Exactement. Et alors, je vous ai entendu il y a quelque temps, il n'y a pas très longtemps sur une radio, vous aviez dit « mes cousins en Israël ». Oui, Vous avez des cousins en oui, Israël? oui, absolument. Et puis j'ai des cousins, et puis j'ai aussi beaucoup d'amis en Israël, oui. Ouais, ils font quoi, vos cousins en Absolument. Israël? Ils sont professeurs d'histoire et puis dentistes. Et alors, Israël, ça fait partie aussi de votre... Ah oui, complètement. de votre... vous? Oui, ah oui, oui, mais totalement. Puis ma mère aussi a une histoire avec Israël, où elle était dans les kibboutz. Et puis là, j'ai un projet aussi de théâtre avec Amos Gitaï. Ah oui? Donc voilà. Et alors, donc vous avez choisi, on a parlé de racé, vous avez choisi racé et pas racialisé. Il y a une raison. Et pas racisé. Et pas racisé. C'est-à-dire que ce mot racisé vous enferme, vous stigmatise, et ne prend de vous, moi qui suis un millefeuille, ne prend de moi qu'une seule page, qui est la couleur de ma peau, et surtout avec cette intention de victimisation, en fait. Ce qui compte en étant racisé, c'est d'être la victime, et donc que la société, notamment française, devrait s'excuser parce que vous êtes racisé. Et ça, c'est pas entendable aujourd'hui. On va en parler Ouais. justement parce que ça fait partie de votre livre, c'est un peu une partie importante de votre livre. En tout cas, vous citez dès le début de votre livre Romain Gary, qui dit « On est tous des additionnés ». En quoi a-t-il pu apporter, comme vous l'écrivez, une lumière singulière et essentielle à votre construction? Parce que Romain Gary, à travers son art, à travers ses œuvres, Vous citez ses œuvres, ses livres. à travers sa vie. Vous citez aussi Émile Ajar. Et bien sûr, Émile Et vous citez, Ajar. on va en parler aussi, de l'autre côté de vous-même, Édouard Glissant. Oui, tout à fait. Mais là, avec Romain Gary et Émile Ajar, de cette histoire européenne, mais aussi africaine avec les racines du ciel, mais aussi tout ce qu'il a pu développer en tant qu'auteur multiple, il a travaillé sur ses identités à lui. Et je trouve ça remarquable, quelqu'un d'aussi libre, au point de s'oublier lui-même pour pouvoir écrire et nous livrer au monde quelque chose de très particulier. Avec ce parcours exceptionnel. Complètement. Avec sa mère derrière. Sa mère derrière, sa mère devant, sa mère partout.
Votre mère, c'est un peu ça ou pas du tout? Non, maman, Non, non, c'est pas ça. c'est pas ça. Non, maman, déjà, c'est une enfant. Vous savez, elle a été cachée pendant la guerre, donc on garde toujours ça en soi, très profondément. Et puis, c'est plutôt mon père sur la connaissance, l'éducation, la rigueur. Il fallait avancer, il fallait pas se plaindre, il fallait travailler. Mais après, moi, je me suis posé la question de leur rencontre à Mmh. eux tous les deux. Mmh. Et c'est assez... Alors, c'était quoi, justement? Comment ils se sont rencontrés? bah, C'est intéressant. ils se sont... C'était dans les années 70, quelque chose Voilà, comme ça? c'est ça. Après les indépendances africaines, maman tenait une librairie. Et en fait, ils se sont rencontrés dans la librairie de ma mère, qui était en fait, c'était l'ancien magasin de Schmattès de mon grand-père. À Tours ou à Paris? À Ouais. Tours. Et ça s'appelait la boîte à livres de l'étranger. Mmh. Et en fait, ils se sont rencontrés dans cette librairie. Mon père était professeur de français en Gambie. Et Mmh. ensuite, il a rencontré ma mère. Il est devenu professeur d'anglais en Mmh. France, puisque la Gambie étant un pays anglophone. Donc, je peux dire que vraiment, je suis née en fait dans un livre. Mmh. Mais ce qui est joli dans cette histoire aussi, c'est que ma mère est une enfant traumatisée, en fait. Quand on est caché les 7 premières années de sa vie, sa construction, c'est une construction très particulière avec la Shoah qui est toujours présente. Et en fait, quand je me suis posé la question sur mes parents, je me suis dit, mais qu'est-ce qui a fait que mes parents se sont rencontrés? Qu'est-ce qui a fait qu'on soit nés avec mon frère David, que je salue? Euh, et en fait, je me suis dit, en fait, inconsciemment, ma mère a dû choisir une couleur de peau qui était ma cachette. Elle a dû se dire, voilà, si la SS revient demain, au moins on la prendra pas. Mmh. Bon, après, il y avait d'autres, aujourd'hui, un autre Ah, contexte. ils étaient comme amoureux, hein? Ils sont Voilà. toujours amoureux. Non, mais quand ils se sont rencontrés, je parle. Évidemment. Voilà. Donc moi, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit, mais maman, Mmh. est-ce que tu penses, est-ce que inconsciemment, il y avait de ça dans... Mmh. Elle me dit, oui, je crois. Ouais. Tu sais à quel point j'aime ton père, mais je crois. Et alors, ensuite, votre enfance? Enfance avec beaucoup d'amour, beaucoup de liberté, où chacun s'écoute. Et puis une enfance où... je l'ai compris après, mais pour moi, c'était tout à fait naturel, en fait, d'avoir un papa très noir et une maman très blanche, et puis d'aller à la choule, et puis de manger du poulet yassa, et puis... Mmh. Et en fait, pour moi, il n'y avait pas de sujet. En fait, c'est quand je suis allée à l'extérieur où je me suis rendu compte que, ah bah oui, en fait, je ressemble ni à mon père, je ressemble ni à ma mère. Là, c'est une question pour les psychanalystes, en fait, quand on dit oui, le transfert des parents, etc. Moi, il a fallu que je me construise aussi une autre identité, un autre chemin dans l'imprévisible, dans la complexité, dans la nuance. Et c'est ce que j'ai voulu livrer dans Racé. Et vous écrivez d'ailleurs, aucun de mes parents n'a la même couleur que moi, puisque l'une est très blanche et l'autre très noire. Or, c'est précisément parce que je m'identifie à eux, fort de leur dissemblance, tournée de conserve à l'avenir, que chaque jour, comme dirait Socrate, je diffère de moi-même. C'est ça. C'est-à-dire que c'est un mélange comme ça, imprévisible, qui apprend à être toujours l'autre, en fait, toujours déplacé. C'est-à-dire, quelles que soient les communautés ou les milieux, j'ai toujours une part en moi qui est l'autre. Qui est l'autre? Alors, donc, qui est l'autre? Et donc, Romain Gary, on a parlé de lui, vous avez parlé de lui, et il y a de l'autre côté Édouard Glissant. Oui. C'est les deux faces de vous-même. Un petit peu, oui, en tout cas d'un point de vue littéraire. Après, Glissant, j'ai eu la chance de travailler avec lui et de le rencontrer. Et c'est un homme précieux qui n'est pas connu à sa juste valeur, à mon sens, aujourd'hui. Qui avait inventé cette philosophie de la relation. Et souvent, il est repris aujourd'hui par des gens, enfin, je ne sais pas vraiment s'ils ont lu Glissant, parce que c'est vraiment faire avec la complexité, faire avec l'imprévisible, et surtout considérer qu'on est plusieurs racines, qu'on a plusieurs racines en soi, qu'on est ce mélange, qu'on est fait aussi de désir, et notamment ce désir d'aller vers l'autre, et que l'autre nourrit votre identité. Mais ceux qui mettent en avant Glissant aujourd'hui n'ont pas tout à fait cette philosophie en eux. Non, pas du tout. En fait, ils pensent la créolisation comme étant... Alors, c'est marrant parce qu'en fait, des deux côtés de la tenaille identitaire, que ce soit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, la créolisation, ça les crispe, en fait. Et c'est pour ça que c'est intéressant, ce mot. Il ne s'agit pas de mélanger pour que tout le monde soit métissé, à peu près tous pareils. Non, la créolisation, c'est faire avec une singularité. C'est extrêmement complexe. La lecture d'Édouard Glissant est complexe. Et d'ailleurs, Édouard Glissant est beaucoup cité par notamment les Insoumis et Jean-Luc Mélenchon. Ouais, mais c'est... Au nom de la créolisation, Ouais, justement. mais c'est pas du tout la vibration que renvoyait Glissant. Et surtout, Glissant était dans une poétique politique, et je ne sais pas s'ils sont vraiment au niveau de Glissant. Ouais, c'est une question. A priori, la réponse est dans votre question. Alors, vous avez parlé à l'instant de racisé. Pourquoi le mot racisé ou afro-descendant, que vous écrivez dans votre livre en écriture incisive,
pardon, pas incisive, inclusive, inclusive, Ça, c'est bien comme la voilà, vous fait froid dans le dos. Oui, parce que racisé, en fait, ça ne prend effectivement que cette couleur de peau, que cette apparence. En fait, vous devenez avec racisé le cliché de vous-même. Mhm, La communauté que vous êtes censé représenter s'approprie tout de vous, en fait. mhm. Et vous n'avez plus de possibilité ni de penser, ni de parler tout à fait librement. Vous êtes assujetti à ce dogme venu des États-Unis. Et vous n'êtes plus que dans l'essentialisme, en fait. Vous ne pouvez plus vous émanciper librement de tout. Et par ailleurs, dans racisé, il y a cette dimension victimaire qui est nourrie par le mot. Alors, La race. la race. Et donc, il y aurait maintenant, si j'ai compris les débats, c'est vraiment triste hein, d'avoir à parler de ça en 2021. Hein. Mhm. C'est-à-dire qu'il y aurait des racisés défavorables et des racisés favorables. J'ai appris ça la semaine dernière. Bon, c'est complètement ridicule de ramener la race, aujourd'hui surtout en France, dans un pays universaliste où tout le monde doit se battre contre toutes les formes d'intolérance. Mhm. Et alors, au passage d'ailleurs, j'ai dit que vous écriviez racisé ou afrodescendant, racisé et afrodescendant ou afrodescendante en écriture inclusive. L'écriture inclusive, c'est pas vraiment votre tasse de thé. Hein. Mais vous dites, vous écrivez écriture faussement inclusive, mais si excluante. Oui. Bah, c'est tellement excluant, c'est fait vraiment pour une partie de la population déjà qui sait extrêmement bien lire. Mhm. On a quand même presque 10% de la population aujourd'hui qui n'a pas un accès facile à l'écriture et à la lecture. La première des batailles, si on veut inclure tout le monde, c'est que tout le monde sache lire et écrire. On connaît le niveau hein, des collégiens de 6e au niveau de l'écriture et de la lecture. Et moi, je vois avec les personnes que j'accompagne aussi lorsque je vais en détention, à quel point elles ont du mal à écrire. Donc c'est vraiment un faux sujet. C'est pas forcément utile de rajouter ça. C'est-à-dire que pour traiter de l'exclusion, là ça complexifie encore. Je ne parle même pas des gens qui lisent en braille, de rajouter des points et des points sur des points. Enfin, c'est-à-dire que là ça devient absolument n'importe quoi. En plus à l'oral, ça ne s'entend même, ça s'est complexifié. Donc non, pour moi, enfin, quand on lit un bouquin, vous imaginez, vous, vos journaux ou actualités juives, par exemple, en écriture inclusive, il nous faudrait 100 pages de journaux, en fait. Et puis on n'y comprend rien, on n'y comprend rien. Non, on comprend rien du tout. Bon. La base de l'écriture, c'est de pouvoir, et comme de la communication, c'est le dialogue et de pouvoir s'entendre. Et l'universalisme. Et voilà, d'ouvrir. D'ouvrir. Alors, ouvrir ou pas, justement, ça va être la question. Vous posez cette question. Comment répondre à Rokhaya Diallo quand elle explique doctement que les jeunes noirs, et ça rejoint ce que vous disiez un instant, ne peuvent s'identifier à personne puisqu'il n'y a pas de noirs à la télé? Réponse, Rachel Kahn. Avec qui, Rokhaya Diallo, avec qui vous avez eu récemment une espèce de polémique, même plus que ça, via Twitter? Oui, non, mais en fait, ça ne m'intéresse pas trop. En fait, moi, mon combat, c'est vraiment toutes les formes d'intolérance et toutes les formes de discrimination, en fait. C'est pas du tout intéressant, là. C'est-à-dire que s'il s'agit de vaincre quelque chose, c'est l'antisémitisme, c'est les discriminations. Et c'est pas cette personne, en fait. Qui vous en veut beaucoup, on a l'impression qu'elle vous en veut beaucoup. Bah oui, alors je sais pas, pourtant, ça devrait lui faire plaisir d'avoir de plus en plus de personnes mélangées à la télé. A priori, non. Donc, c'est pas grave, le soleil vient de se lever. Mais a priori, vous n'êtes pas une noire cachère pour elle. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Ouais, Hein? c'est ça. C'est ça. Je pense, non, mais effectivement, c'est-à-dire que à partir du moment où on considère que les Noirs doivent avoir une pensée dogmatique, idéologique, les Noirs, donc cette espèce de masse, ce troupeau, en fait, où aucune individualité ne doit ressortir, forcément, ça pose un problème. Mais on vient de sortir de Pessard et tout ça. Moi, je me sens, voilà, dans ce processus de libération-là. La sortie d'Égypte. Exactement. Normalement, ça de devrait la libération, quelque part, et libération nationale. Tout à fait. Et d'ailleurs, et aussi de l'antiracisme. Complètement. Pessard, c'est un peu ça. Tout à fait. Et contre l'esclavagisme et exactement. contre l'esclavage. Et ben, c'est là, en fait, le point de contact extrêmement fort. Et c'est dommage que Rokhaya Diallo ne se penche pas sur cette histoire de la sortie d'Égypte, parce que c'est vraiment l'élément fondamental. C'est universel, la sortie d'Égypte. C'est universel. C'est chez tout le monde, quoi. Exactement. Exactement. Et là, ce qu'on peut constater quand même, c'est qu'il y a un problème aussi de transmission et de connaissance de toutes ces histoires-là, qui enrichissent les individus aussi.
Alors, vous pourfendez, donc, on parle de votre livre, tout ce que vous appelez les assignations identitaires, et vous critiquez un nouvel antiraciste, ça nous fait reparler de ce que vous indiquez à l'instant, qui paradoxalement, selon vous, n'a plus que le mot race à la bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une régression catastrophique. C'est-à-dire qu'on fait de cette race l'obsession de tout. Et de cette race en général? Ouais, de cette race ou des Noirs? Non, de la race. De la race. Donc, on veut nous séparer, par exemple, vous, en tant qu'homme blanc, moi, femme noire, etc. Alors même que on est bien plus que ça. Nous réduire à ça, c'est vraiment peu. Et c'est surtout tellement arriéré. J'ai l'impression qu'on est au XIVe siècle. Réduire à la race, quelque part, c'est du racisme. Bien sûr. C'est du racisme. Et donc, vous qui êtes né dans la fin des années 70 à Tours, il y a pas 40 ans, 50 ans entre les années 70 et aujourd'hui, c'est un siècle. Ou des siècles. Alors, ce qui est très bizarre, c'est que j'ai l'impression que je l'avais déjà écrit il y a longtemps, par rapport à mon père, quand même, qui est né dans un endroit où il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, où les conditions de vie étaient extrêmes. Et en fait, lorsque je décrivais un peu son parcours, je disais un peu en rigolant, en fait, il est passé du XVIIe siècle au XXIe siècle. Et nous, on est revenu vers le XVIIe siècle. Exactement. Et tout seul, comme des grands. Et comment ça s'explique? Il y a quand même eu la colonisation américaine très forte. Toutes ces idéologies qui sont nées dans les universités américaines, en fait. Et aujourd'hui, nous, on pense que l'idéal, en fait... Quand vous parlez de colonisation américaine, ça veut dire ce qui se passe aux États-Unis. Ce qui se passe aux États-unis. Ce qui est importé dans les facultés en Europe, par aujourd'hui. exemple. Exactement, avec les questions des woke minoritaires, la cancel culture, toutes ces énergies-là qui arrivent, en fait, en Europe et notamment en France, où on pense, et notamment chez les identitaires de gauche, qui en fait pensent que les États-Unis, c'est vraiment l'aboutissement, c'est le modèle qu'il faudrait suivre. Enfin, on a vu quand même que ces derniers mois, c'est pas vraiment le modèle, c'est un modèle ségrégationniste, et puis avec toutes ces tensions entre les différentes communautés. Alors que pour vous, c'est la régression. Complètement. Et donc, ça veut dire qu'en France, en Europe, on risque d'aller vers la régression, on y est déjà. Il faut être extrêmement vigilant. Moi, on n'y est pas encore. J'ai discuté avec des auteurs, notamment québécois, etc., qui me disaient que la France était le dernier bastion, en fait, et qu'il y a beaucoup de gens qui comptent sur nous pour, justement, sur ces fondamentaux, la République, l'universalisme, pour tenir. Et c'est extrêmement important. On ne s'en rend pas compte, mais c'est extrêmement important pour le monde, en fait. Alors, quand on voit ce qui s'est passé notamment à l'UNEF, avec cette question des réunions non mixtes racisées, assumées donc par la présidente de l'UNEF, Mélanie Luce, mais aussi par une partie de la gauche, les Verts, par Benoît Hamon. Comment vous vous situez dans ce débat? C'est pas comment vous vous situez, mais qu'est-ce que vous pensez de ce débat? Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe autour de ça? C'est incroyable. C'est-à-dire que là, la gauche qui a accouché en fait de l'universalisme, de l'ouverture, et de dire en fait que toutes les discriminations concernent tout le monde. C'est-à-dire que lorsqu'il y a quelqu'un qui est attaqué parce qu'il est noir, arabe, je sais pas quoi, tout le monde doit réagir, tout le monde doit être mobilisé. Considérer qu'en fait il faille des réunions en non-mixité, et là c'est pas des réunions en non-mixité de genre, c'est des raciales. Donc en considérant qu'il faille des réunions en non-mixité, c'est déjà être complètement has-been, parce que les Français se sont mélangés. Enfin, des gens racés comme moi, il y en a de plus en plus. Alors, ils vont où? Dans quelle réunion? C'est une bonne question. Voilà. Donc, où est-ce que je vais? Est-ce que je vais partout ou est-ce que je vais nulle part? Alors, vous répondez quoi? Moi? Non, mais moi, je vais... Non, mais je sais... Moi, non, mais pour d'autres comme vous, qu'est-ce qui se passe? Non, mais ce qui se passe pour d'autres comme moi, qui sont nés, justement, dans un milieu où il y avait tout le monde. Moi, ma zone de confort, elle est là où il y a tout le monde. Ma zone de confort, elle est dans la République. C'est-à-dire que si je suis que avec des Noirs, ou que avec des Blancs, ou que avec des Juifs, ou que avec des musulmans, je ne me sens pas bien. Ma zone de confort, mon safe space, elle est avec ce mélange. Et votre zone de confort, d'ailleurs, c'était aussi le sport. Ah oui. Ça l'est sans doute encore, oui, ça l'est encore aussi, puisque vous êtes présidente de la commission sport à la LICRA. Et la LICRA, le sport, c'était un endroit, un lieu où tout le monde se mélangeait. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Où tout le monde se mélangeait. Mais sans s'interroger sur qui était l'autre.
Oui, mais c'est surtout aussi sa responsabilité personnelle. C'est-à-dire que le sport, c'est une exigence par rapport à soi et c'est une volonté de dépassement par rapport à soi. Mmh. Aujourd'hui, dans toutes les histoires de communautarisme, on ne veut pas se dépasser. On ne veut pas s'émanciper de quelque chose. On ne veut pas travailler. Le sport, c'est une vraie exigence. Mmh. C'est-à-dire quand on doit enchaîner les 200 mètres, 10 fois 200 mètres, il faut y aller. Hein. C'est pas en disant je suis une victime, je peux pas courir. Hein. Donc, donc, euh, donc voilà, je vais pas insulter mon coach qui me donne tout ce travail à faire en disant qu'il est raciste. Non, il a envie que je progresse, il a envie que je me déchire. Donc voilà, il a envie que je batte mon record, quoi. Il faut aller s'arracher. Donc c'est ça le sport. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les associations sportives, on a de plus en plus de phénomènes antisémites, de discrimination, d'homophobie. Et avec la LICRA, on travaille là-dessus. Mmh. Et comment vous expliquez l'apparition de ces thèses et qu'est-ce que dit, vous avez commencé à en parler, qu'est-ce que ça dit de l'état et de l'évolution de la gauche? Puisque vous venez de la gauche. Bah, Hein. moi, oui, complètement. Moi, de toute façon, le Racé, je l'ai écrit pour interroger la gauche sur ces questions-là, parce que on en a marre, en fait. Et en plus, on voit très bien que plus on a ces crispations des communautarismes, plus on a les extrêmes, à l'extrême droite, les fachos, qui sont présents et qui, voilà. Et donc, nous, on se retrouve en tant que citoyens de la République au milieu de cette tenaille Ça veut identitaire. dire que vous êtes en tenaille entre deux racistes, quelque part. Complètement. Totalement. Et l'un nourrit l'autre, et l'autre nourrit l'un. Voilà. Et comment vous l'expliquez? Eh ben, je l'explique parce qu'en fait, il y a eu cette culpabilité, se laisser faire. On n'est pas resté droit dans nos bottes, si je peux me permettre l'expression, sur nos piliers, sur notre exigence de la République. Vraiment. Hein. Et donc, on a laissé aussi des territoires abandonnés. On n'a pas assez travaillé sur l'égalité territoriale. On n'a pas aussi regardé les jeunes dans les quartiers. On les a pas aussi assez soutenus parfois. Donc on a laissé un truc comme ça en faisant un peu du saupoudrage et des choses. Non, il faut qu'on reprenne en fait le lead partout. Et quand vous allez dans les quartiers, je suppose que vous y allez, quand vous discutez avec ces jeunes, quand ils savent qui vous êtes et ce que vous représentez, ils disent quoi? Moi, j'adore faire ça. Enfin, je veux dire, mais c'est toujours des choses qui prennent du temps. C'est pas aller dans les quartiers juste comme ça ou aller en détention juste comme ça. Ça prend des mois et des mois. Et en fait, je travaille avec eux. Déjà, je les regarde. On les regarde pas aussi. Il y a un gros problème de reconnaissance, il y a un problème de souffrance, de peur, donc d'impuissance, donc de colère, donc de violence. Et en fait, aller avec eux, travailler sur des projets de films ou d'écriture, et ensuite déconstruire, interroger certaines choses d'eux-mêmes, les regarder, les faire progresser, qu'ils se sentent valorisés en eux, et ensuite leur dire, mais tu sais, moi je suis juive. Et alors, En fait, ils vous disent quoi? en fait, à la fin, comme je leur dis à la fin, ils me disent rien. Ils me disent, c'est pas, bah oui, c'est bien. Alors, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Bah, hein. Exactement. La fraternité, c'est ça? Il n'y a pas de secret. Hein. Et vous le faites souvent, pardon? Bah oui, alors là, avec la pandémie, on a été coupés. C'est plus compliqué. Voilà, mais avant, oui, j'y allais pendant 2-3 mois. Et alors, dans votre livre, vous parlez aussi d'identitarisme flatteur. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est que c'est dans l'entre-soi où on se gargarise, en fait, de son identitarisme, en fait, de sa couleur de peau, En fait, c'est là où on devient vraiment le cliché de la communauté qu'on est censé représenter. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas vers l'extérieur. Non, pas du tout. Et c'est intéressant parce que... Et sur quoi ça conduit? Ça conduit sur de la haine, sur de la dénonciation de l'autre. Ça nourrit en plus une forme cette notion de bouc émissaire qu'on doit pointer du doigt, et ça nourrit une société qui est fragmentée. Et vous pointez aussi ce que vous appelez une véritable bataille du langage en cours. Vous déconstruisez des termes, donc on l'a dit comme racisé, mais aussi comme sous-chien, qui serait une espèce de prison idéologique. Totalement. Sous-chien, alors là, en plus, je fais un petit clin d'œil quand même à Alain Finkielkraut dans ce premier chapitre, parce qu'en plus, moi, je suis atterrée de la manière dont... Alors oui, certes, d'un côté, on dit c'est une société paternaliste, de l'homme blanc, etc. Mais je suis atterrée aujourd'hui dont on pointe du doigt certaines personnes juste parce que ce sont des hommes blancs. Je comprends pas. Et vous pensez à Finkielkraut? Par exemple. Hein? Par exemple.
on est, on n'est pas, comment dire, on ne traite pas Finkielkraut comme il devrait être traité? Ah non. Alors, c'est-à-dire que lui, évidemment, il a des, parfois, on n'est pas toujours d'accord avec lui. Mais attendez, est-ce que les gens l'ont lu? C'est ça la question. Moi, j'aimerais bien voir ceux qui le critiquent et ceux qui le pointent du doigt. Et ceux qui le comprennent éventuellement. Exactement. Et ceux qui savent, qui connaissent ses idées. Exactement. Notamment par rapport au conflit entre Israël et les Palestiniens. Tout à fait. Mais ils ne le connaissent pas, en fait. Ouais. Et donc, on plaque. En fait, on dit pas de stigmatisation, pas d'amalgame, pas de machin. On fait exactement la même chose sur Finkielkraut. Alors, donc, sous-chien, donc c'est un terme utilisé par la porte-parole du PIR, Ouria Boutelja. Qu'est-ce que vous en pensez de l'indigénisme et de l'intersectionnalité? À votre avis? Mais c'est pour nos auditeurs. Oui, je sais. Non, mais évidemment. Je vais vous en parler aussi dans le livre. Non, mais évidemment. Non, mais le truc, c'est... Je vais citer ce que vous dites. Hein. Ah, voilà. La méthode des indigènes de la République est simple. C'est lutter contre les discriminations par la discrimination. En clair, la cancel culture, l'indigénisme, qui voit tout sous le prisme de la race, attise la haine et le racisme. C'est ça? C'est ça. C'est affreux. C'est affreux et par ailleurs, on est tous sous chien. C'est ce que je dis dans le livre. Moi, je suis sous chienne à fond. Ouais, je suis sous chienne parce que racé, dans mon sang coulent tous les chapitres de l'histoire de France. Oui. Expliquez-nous ça, même si vous en parlez depuis le début de l'émission. Non, mais bien sûr, non, mais parce que moi, je suis vraiment le fruit de la République, le fruit de la France. Je n'aurais pas pu naître ailleurs qu'en France, avec cette histoire, évidemment, de la Shoah, de ma mère, avec cette histoire de la colonisation, puis de l'immigration, puis de la rencontre de mes parents. Vous savez, dans ces années 70, le fait d'être en France et de pouvoir s'aimer entre noirs et blancs, entre juifs et musulmans, de pouvoir s'aimer, et mes parents s'aiment encore, ça c'est français, ça. Mais je vais vous poser une question, c'est peut-être une question personnelle. Oui. Quand vos parents se sont rencontrés, oui. Eh bien, comment ça se passait de l'un et de l'autre côté, du côté des deux familles? De toute façon, ça se passe comme on est absolument imbécile en tant qu'être humain, toujours pas bien. C'est-à-dire que malgré la déportation, malgré cette histoire de France trouble et une France en souffrance, en fait, les premiers mois, mes grands-parents n'étaient pas contents que ma mère sorte avec un noir. Et puis après, c'était formidable. Et puis de l'autre côté, ma mère, quand elle va, il y a aussi ce truc de dire tout bab pour les blancs, c'est pareil. Et puis à la fin, tout le monde est content. En fait, on est, en tant qu'humains, de toute façon, nous sommes intolérants. Mais il faut faire avec, et surtout pour recoudre la société française. Chacun est quelque part un peu intolérant. Chacun est intolérant. Chacun a son intolérance. Mais évidemment. Chacun. Vous-même? Mais bien sûr. C'est pour ça que j'ai écrit Racé aussi. C'est aussi pour être confronté à soi-même. Le moment où on peut le plus progresser, c'est comme en sport, c'est quand on est confronté à soi-même. Quand on est confronté seul devant un chronomètre, c'est là où il faut faire le plus d'efforts possible. C'est pas quand il y a des concurrents, etc. Vous me posiez la question tout à l'heure de Rokhaya Diallo. C'est pour ça que je vais pas répondre. Je me confronte à moi-même pour me dépasser encore. Qu'est-ce qui vous a apporté le sport? Rigueur, vraiment la discipline. Et puis ça apporte... Donc vous étiez une athlète de haut niveau? J'étais en équipe de France. En équipe de France. Et vous savez, quand on reçoit... Vous avez gagné des compétitions? Oui, quand on reçoit son équipement de l'équipe de France. Avec cette histoire-là, de la Shoah, des trucs, de mon grand-père qui a été dénoncé par ses voisins, etc., de l'immigration et tout. C'est quand même une fierté de porter le maillot de l'équipe de France. Et des deux côtés, hein? Et oui. Oui. Et donc ce jour-là, vous étiez ému, vous avez pleuré? Oui, j'ai pleuré. Oui, parce que c'est vraiment, on va se dépasser pour aller représenter son pays, c'est pas rien. C'est un peu comme quelqu'un qui a des concours administratifs alors que les Juifs n'avaient pas accès à l'administration à un moment donné. C'est pas rien. Donc normalement, on est censé progresser dans la tolérance et pour accueillir tous ces gens mélangés avec leurs histoires différentes sur le sol français. Et là, on a des gens qui veulent, je sais pas, dans leur tête, ils ont décidé que c'était pas le projet de la France. Les gens, c'est les amis de Rokhaya Diallo, d'Ouria Boutelja, les personnes qui sont tellement en colère, tellement haineuses, et surtout qui n'ont pas de projet politique. Le projet politique, c'est la haine et c'est la vengeance. C'est pas le projet politique de recoudre et de réparer. Et vous, votre projet, je ne sais pas si c'est un projet politique ou pas, en tout cas... C'est le tikkun. C'est le tikkun, c'est l'universalisme. Oui. Hein, et en quoi la notion d'intersectionnalité, pourquoi vous la critiquez? Oui. En quoi l'intersectionnalité s'est vue détournée de son objectif?
Parce qu'au départ, c'est super l'intersectionnalité. C'est de faire avec vraiment votre complexité, avec toutes vos dimensions, avec aussi les motifs de discrimination qui vous sont imputables. Donc c'est pas mal comme concept pour être au plus près et pour lutter de la meilleure manière contre les discriminations. Mais lorsque vous avez une intersectionnalité qui ensuite passe le relais sur des idées antisémites, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez être une femme noire musulmane, mais une femme juive noire, ça c'est pas possible, puisque le juif est donc le dominant, le suprémaciste, le plus puissant au monde, etc. Donc quand on va dans ces théories-là, des théories racistes, antisémites, c'est pas possible. On va reparler de ça, mais d'abord, il y a deux termes, en tout cas un terme que je voudrais vous faire commenter, quota. Ouais. Le terme quota. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? En fait, franchement, si j'étais vraiment rationnelle, ça représenterait mon meilleur tremplin. C'est-à-dire que moi, avec les quotas, comme je coche beaucoup de cases... Vous êtes femme, vous êtes juive, vous êtes noire. Après, je peux dire quand même que ma famille est musulmane. Ouais. Donc, une partie catholique aussi. Une partie aussi. Donc voilà. Donc voilà, c'est pas mal déjà. Voilà, vous pouvez avoir accès à plein de choses, c'est ça que vous voulez dire, hein ? Voilà. Mais là, c'est l'humour. Oui. Et alors ? Ça fait trop. Ouais. Et justement, je me suis dit, parce que ça fait trop, je me suis posé la question de ces quotas. Si jamais les quotas sont... En plus, c'est une question qui est remise sur le tapis et qui nous divise encore. C'est comme les réunions en non-mixité. Dès qu'on commence à parler de ces sujets-là, là, c'est la guerre, quoi. Donc, déjà, c'est un mauvais point. Ensuite, si une femme, par exemple, noire, est prise parce qu'elle est noire, donc elle sera redevable à la communauté qu'elle est censée représenter. Donc, elle va devoir parler en tant que noire, avoir une pensée de noir, je ne sais pas ce que c'est, hein, mais... Donc, c'est n'importe quoi. Et donc, c'est une appropriation, finalement, de la communauté, et cette personne n'est plus libre, au fond. Et moi, je vois de graves dangers. Et puis moi, alors, est-ce que j'aurais accès aux quotas ? Est-ce que juif et noir, ça s'annule ou pas ? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je sais pas, faut demander à Rachi. Qui n'était pas noir. Et en quoi diversité, mixité, non-mixité sont des mots fourre-tout qui ne vont nulle part ? Pour moi, ce sont vraiment des mots. Un peu des mots idiots utiles, en fait. C'est-à-dire que c'est des mots qu'on met dans les discours et on ne s'en rend pas compte. Et on dit oui, au nom de la diversité, on va faire avancer les choses, la mixité. Et éventuellement, on va réformer l'ENA. Hein. Voilà, mais en fait, ça ne nous met pas dans une énergie concrète. Moi, je préférerais en fait qu'on fasse. On fait. On dit, pourquoi on ne dit pas égalité ? Pourquoi on ne dit pas universalisme ? Et non, on invente d'autres mots, en plus, qui ne représentent pas le réel. On est tous la diversité, c'est quand on est tous ensemble. Puis la diversité, on l'a en soi. Donc la mixité, la diversité, c'est pas du tout en rapport avec la réalité. Donc moi, ce qui est dingue aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à nommer les choses de manière en lien avec le réel. Voilà. Rachel Kahn, est-ce que vous avez été victime du racisme, de racisme ? Ah oui, là, surtout aujourd'hui, quand on me dit Bounty. Mais quand vous étiez... Mais juste si on me dit Bounty... Oui, on va en parler, mais quand vous étiez enfant à l'école. Non. Ah non, si. Vous racontez l'histoire d'une institutrice. Oui, voilà, qui me faisait monter sur le... C'était Madame Duplan, au CM1. Duplan. Au CE1. Elle me faisait monter sur l'estrade et elle touchait mes cheveux comme ça. Donc, voilà. Ouais. Alors après... Devant tous les autres élèves. Bien sûr, devant tous les autres. Après, évidemment, mais je pense que tout le monde a eu des choses. Enfin, je veux dire, certains, c'est le racisme, d'autres, c'est l'antisémitisme, d'autres, c'est je sais pas quoi. Mais vous l'avez senti ? Hein ? En fait, c'est-à-dire que c'est un... En fait, Est-ce que vous avez senti le regard de l'autre sur vous ? Oui. Hein ? Mais c'est ce qui m'a permis d'avancer. Ouais. Est-ce que ça, c'est un désavantage ou c'est un avantage ? Moi, je trouve que peut-être ça fait mal, mais que si on continue de s'apitoyer sur son sort, ça va aller encore plus mal. Donc l'idée, c'est en fait, ce qui ne tue pas rend plus fort. Alors, ce qui ne tue pas rend plus fort, et en tout cas, vous parliez à l'instant d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes traité sur les réseaux sociaux, et puis pas seulement sur les réseaux sociaux, de traîtresse à la cause, de négresse de maison, ou encore de Bounty. Et c'est bon, les Bounty, d'ailleurs. Vous aimez le chocolat ? Oui. Vous aimez la noix de coco ? Oui, ça, c'est du racisme. Oui. Mais un racisme qui est
qui est un racisme des Noirs. Oui, mais c'est pour ça, et c'est pour ça que les histoires de réunion en non-mixité ne vont pas, parce que en fait, ça voudrait dire que les Noirs sont des victimes. Mais les Noirs peuvent être des bourreaux aussi. Enfin, D'ailleurs, ils ont été des bourreaux dans le cadre de l'esclavage. Hein. Évidemment, mais comme les Blancs, je veux dire, les Slaves, c'était entre Blancs. Voilà, on n'a pas... Mais enfin, le racisme touche les Noirs, les Arabes, les Juifs, touche tout le monde, toutes les minorités. Mais tout le monde. Enfin, je parle de la France. Hein. Oui, tout à fait. Mais là, aujourd'hui, effectivement, des insultes pareilles, c'est-à-dire de remettre la race et de n'avoir comme seul argument. J'ai écrit un livre quand même. Pendant 2 ans, j'ai réfléchi à une pensée qui nous répare et le seul argument, c'est une négresse de maison. C'est un peu court. Parce que c'est peut-être un livre personnel, mais c'est surtout un livre de réflexion, très bien écrit d'ailleurs. Merci. Hein, c'est pas un livre, c'est pas sur votre parcours, c'est une réflexion générale sur l'état peut-être de la société. Oui, puis sur les mots, c'est-à-dire comment en fait on renoue le dialogue. C'est-à-dire que et donc c'était cette question-là que je me suis posée, comment renouer le dialogue et me rendre compte qu'il y avait des mots qui nous séparent, des mots qui nous tuent, des mots qui nous empêchent en fait d'aller vers la tolérance. Et dans la 3e partie où je défends l'idée d'une réparation, des mots qui nous réparent. Qui nous réparent. Ouais, Voilà. Vous dites les mots qui nous réparent. Alors, les mots qui nous réparent, ils sont absents quelque part des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est peut-être le cœur du mal et de la haine. Bah, c'est en partie, en tout cas. Je pense qu'on peut les renommer aujourd'hui, chez vous, à Radio J, les réseaux psychosociaux. Non, ça peut être pas mal. Ouais, ou psychotiques. Parce que vraiment, là, il y a un truc complètement névrotique, une hystérisation, où en fait, on prend un plaisir à humilier l'autre, en fait, où la communication n'est pas pour un dialogue, mais vraiment pour s'insulter, se déchirer, etc. Donc ça, c'était quand même un problème. D'utiliser des technologies pareilles pour pouvoir se détruire ou s'auto-détruire, c'est quand même assez affligeant. Et en 2021, Rachel Kahn, c'est plus difficile en France d'être juif, d'être musulman ou laïque dans la France donc de 2021, celle de l'après-Charlie, celle aussi de l'après-13 novembre, de l'après-Hypercacher, de l'après-décapitation de Samuel Paty. C'est très dur d'être universaliste. Parce que toutes ces notions-là que vous avez évoquées, c'est des notions de l'ordre de l'intime, en fait. Et c'est très difficile aussi de parler de l'autre aussi. C'est très difficile de défendre une personne qui n'est pas soi-disant de sa communauté. Moi, je veux défendre vraiment l'ensemble des gens et surtout l'ensemble des artistes aussi. Oui, parce que vous êtes aussi artiste. Oui, et surtout, là, je vois à quel point la culture et l'art sont mis à mal par les dogmes woke et la cancel culture. Où, par exemple, on a eu Gérard Darmon, le pauvre, il fait son métier, tout de suite, ça a été pas possible. Il s'est grimé en noir, donc on rappelle pour nos éditeurs, Oui. et donc on l'a taxé de racisme parce qu'il s'était grimé en noir pour une pièce. Oui, pour un téléfilm. Donc ça, voilà. Ensuite, pour les scénarios, on sent un appauvrissement de l'écriture parce qu'on a peur d'offenser un tel ou un tel. Un artiste comme Romain Gary, comme un philosophe, Édouard Glissant, doit être libre. C'est sa matière première. Et on ne pourra pas, avec un truc limite stalinien ou nazi, on ne pourra pas créer. Et là, vous voyez aujourd'hui, dans ce qui est autour de la cancel culture, tout ça, du stalinisme, voire du nazisme. Ah bah oui. Ouais. Bah là, le tribunal populaire, on y est. C'est-à-dire, en fait, humilier les gens, les juger sans autre forme de procès, c'est ce qui est fait aujourd'hui. Et alors, au passage, c'est l'actualité, c'est passé il y a quelques jours, qu'est-ce que vous avez éprouvé en apprenant, c'était le 15 avril, qu'il n'y aurait pas de procès pour l'assassin de Sarah Halimi, du fait, c'est ce qu'a décidé la Cour de cassation, de l'irresponsabilité de son assassin, qui avait défenestré Sarah Halimi au cri de Allah ou Akbar. Mais bon, il avait pris du hashish. J'ai pas de mots. C'est horrible. C'est horrible, Enfin, après tout ce qu'on a vécu ces dernières années... 11 ou 12 juifs assassinés parce que nés juifs depuis Ilan Halimi. Ouais. Comment on est arrivé là ? Comment ? Et puis, faut-il faire un lien entre islamo-gauchisme et antisémitisme, ce nouvel antisémitisme d'une jeunesse des banlieues, souvent obnubilée par la haine d'Israël ?
Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de transmission, il n'y a pas d'éducation. Moi, je vous assure que quand on les prend par petits groupes, etc., mais jeunes, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que, là, au niveau de l'éducation nationale, au niveau des enfin, du ministère de la Culture aussi, qu'on puisse aller dès la maternelle, s'occuper de nos enfants. Un problème d'éducation ? Complètement. Mais l'Allemagne... Nous, en fait, ces gens-là, je vais vous dire, antisémites aujourd'hui, qui sont dans les quartiers, la haine d'Israël, etc., ils sont français. C'était les mêmes personnes qui ont dénoncé mon grand-père. Ils sont français. On n'a pas fait ce travail-là. L'Allemagne l'a fait. L'Allemagne a pris ces jeunes... Il a fait tout de suite, même si l'Allemagne a envoyé 6 millions de juifs au four. Mais parce que l'Allemagne a considéré, et c'était acté, elle a perdu la guerre. La France, on n'est pas au clair là-dessus. Voilà. D'où le discours de Jacques Chirac au Veldiv, l'importance de ce discours. Exactement. Qui n'est pas peut-être encore rentré dans les têtes. Il faut l'apprendre à l'école, ce discours du Veldiv. Et alors, vous écrivez aussi, la transmission des traumas est puissante. On le sent depuis que vous parlez, depuis le début de cette émission. Transmission des traumas est puissante. C'est pour ça que j'aime bien rire, que j'aime bien l'humour et que j'aime bien l'émancipation et la curiosité d'autres milieux. C'est parce que ce qui m'a été transmise, c'est quand même... c'est lourd. Ouais. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, vos parents, quand ils ont lu votre livre ? Je suppose qu'ils l'ont déjà lu. Oui, ils l'ont lu. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Moi, mes parents, ils me prennent un peu pour une folle, vous savez. Et alors, ils ont dit quoi ? D'un côté, c'est pour vivre heureux, vivre caché. Et de l'autre côté, c'est faut pas. Non, mais en fait, ils sont fiers. Mais Votre mère, qu'est-ce qu'elle a dit ? Votre père, qu'est-ce qu'il a dit ? Alors, ma mère, elle a dit c'est hyper bien. Je suis très fière et tout. Et mon père, il a été regardé dans le dictionnaire s'il n'avait pas fait 2-3 erreurs. Et non, ils sont contents. Ils sont contents. Ouais. Alors, en conclusion, être comme vous le constatez, juif chez les Noirs, noir chez les juifs, vous dites aussi juriste chez les artistes, artiste chez les politiques, quelque part c'est un enrichissement, c'est une incarnation, c'est une incarnation de l'universalisme. C'est tout ça à la fois en fait. C'est un enrichissement réel et c'est surtout l'exigence de l'universalisme. Aujourd'hui, le problème qui nous blesse, c'est une absence de travail sur soi. Et en fait, je comprends que je suis le fruit de l'universalisme à la française. Ce serait bien si tous les Français étaient comme vous. Vous aussi, ça serait bien s'ils étaient tous comme vous. En tout cas, merci Rachel Kahn, merci pour ce livre. Je rappelle le titre de votre livre, Racé. Il est publié aux éditions d'Observatoire. Merci d'avoir participé à cette émission, d'avoir accepté notre invitation. Bonne fin de journée sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Merci beaucoup.